Du coup, si tu es prête, bah, je te laisse te présenter. Du coup, moi, c'est Jeanne et je fais un master 2 de psychologie de la cognition à l'Université de Paris 10. Du coup, pour commencer, je vais vous parler un peu de mon parcours un peu Excuse, post-bac. excuse-moi, je peux me permettre juste de t'interrompre. En fait, on t'entend pas très bien. Est-ce que, il y aurait une façon pour que... Ah mince, alors, Je sais pas, est-ce que tu as des écouteurs peut-être? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, 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 oui. Ah bah super, c'est bon. J'ai fait un changement de micro du coup. Super, vraiment merci beaucoup. Ça sera beaucoup mieux, merci. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Oui, du coup, je disais, donc au niveau de mon parcours post-bac, donc de base, je n'ai pas fait du tout ma licence à l'université de Paris 8. J'ai fait ma licence de psychologie à l'université de Bourgogne, à Dijon. Voilà. Et de base, je ne voulais pas du tout faire de la psychologie. Je voulais être infirmière, même puéricultrice, donc infirmière pour les enfants. Et bah, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que tous les concours ici que j'ai faits, je ne les ai jamais eus. Et bon, ma première année de psycho, j'avouerai que j'ai détesté. C'est pas quelque chose que j'ai adoré, mais du coup, j'ai continué dans cette voie-là. En deuxième année, c'est là que vraiment j'ai découvert la psychologie cognitive, les neurosciences. Et c'est là que je me suis dit, je reste en psycho, j'adore, c'est pas que de la clinique, donc c'est cool. Et surtout pas que de la psychanalyse, très important. Voilà. Et du coup, je pense qu'on peut passer la diapo. Voilà, donc après la psychologie cognitive, on vous a déjà dit un peu ce que c'était. Donc à Paris 8, ça sera beaucoup donc l'étude des processus de la cognition humaine. Donc on a le langage, la perception, l'attention, la mémoire, le raisonnement, la résolution de problèmes et depuis pas très longtemps, il y a les émotions aussi qui rentrent en compte. Hop, super. Et donc, du coup, au niveau du Master 2, enfin, Master global à Paris 8 de la psychologie de la cognition, le M1 et le M2. Donc, c'est vraiment un master qui est mixte. Donc, on peut soit être dans la recherche après avec un doctorat, soit on peut être en tant que professionnel avec un stage de 500 heures en M2 avec un ou une psychologue professionnelle. On fait beaucoup de recherches, on fait les deux recherches, que ce soit fondamentales ou appliquées, parce qu'on a plusieurs laboratoires. On a un laboratoire, c'est le laboratoire CHART, c'est laboratoire cognition humaine et artificielle. Donc là, on est beaucoup plus sur de la recherche appliquée. Et il y a d'autres laboratoires, mais les autres, je ne les connais pas trop. Il y a également le laboratoire DISCO, qui est fonctionnement et dysfonctionnement cognitif, les âges de la vie. Et celui-là, ça serait plutôt de la recherche fondamentale. Au niveau de mes stages, j'en ai fait quelques-uns, on va dire, durant ma licence et mon master. Donc en deuxième année, j'ai fait un stage professionnel. Donc c'était dans un EHPAD, un SSR, toujours en Bourgogne, avec personnes âgées. C'était vraiment un stage d'observation. J'étais avec un neuropsychologue et une psychologue clinicienne. Donc, j'ai vu un peu les deux bords et c'est là que je me suis dit, la neuropsy, la cognition, c'est pour moi, la clinique, pas trop. Ensuite, en troisième année, c'est là que j'ai vraiment touché un peu à la recherche avec un stage au laboratoire LEAD en Bourgogne. C'est le laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement. C'est vraiment un laboratoire qui étudie les modifications des processus de traitement de l'information. Et c'est vraiment dans une continuité au niveau des apprentissages et au développement de l'individu et au niveau des perturbations aussi du développement. Donc vraiment, ça touche vraiment tous les âges. Et moi, la recherche, enfin, j'ai aidé une enseignante-chercheuse dans sa recherche. C'était vraiment c'était l'étude de l'effet de l'horizon temporel sur la mémoire épisodique, donc encore au niveau des personnes âgées. De toute façon, vous allez le voir tout le long de mes stages et même toujours maintenant, je suis population âgée. Je vais vraiment me spécialiser dans les maladies neurodégénératives.
Donc, c'est pour ça il y aura beaucoup de personnes âgées. Ensuite, j'ai toujours, voilà, au niveau toujours un peu de mes stages, c'est vrai que je disais que c'est vraiment qu'en troisième année que j'ai fait de la recherche, mais bien avant, puisqu'on fait des travaux de recherche en cours. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours aimé la recherche et j'en ai beaucoup touché un peu à tout. Ensuite, au niveau de mon master, donc cette fois qui s'est passé à Paris 8, j'ai fait un stage du coup en M1 où j'ai écrit mon mémoire de recherche de fin d'année. Ici, c'était au laboratoire Chart, donc cognition humaine et artificielle. Et ce mémoire de recherche, c'était sur l'effet de dotation à distance. La distance était obligatoire puisque c'était l'an dernier, du coup, les confinements ont fait que on a dû tous à nous adapter à cause du Covid. Du coup, moi, j'étais sur ordinateur et en fait, toutes mes passations, c'était en distanciel, mais du coup, on a découvert quelque chose d'incroyable qu'on ne pensait pas que ça existait. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'effet de dotation, soit je vous explique après avec sur la partie questions-réponses, ou alors je vous laisse un peu regarder de vous-même un petit peu plus à côté. Et là, en ce moment, je suis en Master 2. Et donc, je vous avouerai qu'en M1, mon mémoire de recherche était intéressant, mais ce n'était pas du tout dans quoi je voulais me diriger. C'est vraiment là, je suis super contente de ce que je suis en train de faire au niveau de mon étude de recherche, puisque c'est moi qui l'ai choisi, je l'ai fait de A à Z. Euh, mon, euh, Mon tuteur de stage, donc, qui est enseignant-chercheur au laboratoire DISCO, me soutient à 100% et c'est sûrement une recherche qui va avoir une continuité en doctorat aussi. Donc, cette recherche-là, j'ai de la chance puisque je suis en collaboration avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, puisque je fais une étude sur les fonctions exécutives des pompiers militaires de Paris et j'essaye de voir si on a une évolution de ces fonctions exécutives au niveau de l'âge, donc plutôt un vieillissement normal parce que je n'ai pas le temps de faire un vieillissement pathologique, ça sera plutôt doctorat au niveau pathologique. Et en fait, j'ai pas mis en place, mais j'ai sélectionné des tests neuropsychologiques au niveau de l'attention, de la vigilance, de la mémoire de travail, de la flexibilité mentale. Tout ça, beaucoup de pompiers, j'ai eu 33 pompiers qui ont participé à cette étude, 30 jeunes non-pompiers aussi pour pouvoir faire mes comparaisons. J'ai eu aussi des anciens pompiers militaires qui ont passé ces études et des personnes âgées qui étaient non-pompiers qui ont aussi participé à ces études. Malheureusement, je ne peux pas vous donner les résultats parce que je ne les ai pas encore. Il me manque encore une personne à faire passer et je pourrais faire mes stats. Mais pour l'instant, ça se présente pas mal. Donc, si on veut avoir une bonne cognition, il faut faire partie des pompiers de Paris. Donc voilà. Et puis quoi d'autre? Je ne sais plus ce que j'ai mis sur la diapo suivante. Ah bah voilà, du coup, c'est à peu près tout. Après, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas au niveau des questions, quoi que ce soit, même au niveau des laboratoires. Donc, je suis, allez-y, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Voilà. J'avais une question du coup par rapport à l'effet de dotation, Oui. savoir un peu plus ce que c'est. Alors, du coup, l'effet de dotation, c'est lorsque une personne va donner une valeur plus importante à un objet qu'elle a par rapport à un autre objet qu'elle n'a pas, en sachant que ces deux objets vont avoir exactement la même valeur économique. Je vais donner un exemple. Je prends un peu ce qui me vient comme ça au niveau de mon bureau. Voilà. Si, admettons, à une personne, je lui dis, tiens, c'est pour toi, donc c'est un stylo Bic rouge tout à fait normal, je lui dis, c'est à toi. Donc déjà, quand on dit à une personne, c'est à toi, tout de suite, il va le prendre en disant, chouette, c'est un cadeau. Et au niveau Europe occidentale, en France, un cadeau,
ça ne s'échange pas. Et en fait, on fait passer un petit questionnaire. C'est seulement une tâche de masquage, tout simplement. Et ensuite, à la personne, on lui dit, c'est tout à l'heure, je t'ai donné un stylo. Est-ce que tu voudrais l'échanger avec un autre objet, admettons un chat comme ça? Est-ce que tu voudrais l'échanger contre cet objet en sachant que les deux objets ont exactement la même valeur économique? Et tout de suite, il y a plus de 80% des personnes qui vont dire ah non, non, moi je garde le premier objet. Donc il y a pas mal d'explications là-dessus. La première, bah, c'est par rapport à ce que bah, dès qu'on donne quelque chose en France, tout de suite, un cadeau, c'est mal poli de l'échanger, donc on le garde. Mais il y a aussi que ça remonte un peu aux chasseurs-cueilleurs, enfin, nos ancêtres où c'est quand on a quelque chose, faut surtout pas le perdre parce que perdre quelque chose, des fois, ça pouvait être synonyme de mort. Donc c'est pour ça que dès qu'on reçoit quelque chose, même si c'est pas un cadeau ou si c'est voilà, si c'est vraiment pas un cadeau, on va vraiment le garder parce que c'est un peu de la survie de garder. Voilà. Après, il y a d'autres explications. Si jamais, si vous voulez, j'ai noté mon adresse mail ou quoi que ce soit, ou sinon sur LinkedIn, je peux tout à fait envoyer mon mémoire de recherche parce que je pense pas qu'il va être publié ou quoi que ce soit. Donc, s'il y a besoin, je peux tout à fait l'envoyer si quelqu'un veut un peu plus d'explications là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, merci pour cette explication en tout cas, et puis merci pour ta présentation. De rien. Sympa. J'avais une dernière question, désolée. Non, pas de souci. Du coup, c'est par rapport plus au master de psychologie de la cognition. Au niveau des séminaires de recherche, du coup, enfin des travaux d'études et de recherche, je sais pas comment on appelle ça. Oui. Enfin, comment dire, on peut choisir un peu ce qu'on veut ou c'est par rapport à des thématiques qui nous sont imposées? Alors, par rapport aux mémoires de recherche que tu vas écrire en fin d'année. Oui, voilà, désolée. Ouais. Alors, déjà, au niveau des sélections, quand tu vas choisir au niveau de Paris 8, surtout celui de psychologie de la cognition, ton projet de recherche, c'est la chose qui va compter le plus dans ton dossier parce qu'ils vont regarder si c'est faisable, du coup, si c'est réalisable, si tu mets bien les normes APA dans ton projet. Et si ce que tu écris, ça va avoir une valeur par rapport à l'université ou d'autres personnes. Moi, au départ, mon projet de recherche au niveau des sélections pour P8, c'était ma recherche que je suis en train de faire là en ce moment avec les pompiers, donc avec les militaires. Je savais que c'était pas possible à faire peut-être en 4e année parce que c'est une recherche qui est assez longue ou même là pour ma 5e année, j'ai dû vraiment la réduire au minimum parce que je pense que ce serait plutôt un projet d'une thèse parce que c'est très très long à mettre en place et rien que d'avoir les contacts, c'était assez compliqué. Mais du coup, c'est tout à fait toi qui choisis ce que tu veux faire. Mais si jamais tu n'as pas d'idée ou tu sais pas quoi faire pour ton mémoire de recherche, il y a toujours des enseignants qui sont à côté en disant ah bah moi je travaille sur ça, mais c'est vrai que j'aimerais bien que quelqu'un m'accompagne, donc je pourrais te donner cette problématique et ça sera ton mémoire de recherche. Il y en a beaucoup, plus de la moitié, c'était ça. D'accord. Et Voilà. du coup, il venait directement de la licence de psychologie de la cognition. Enfin, non, de Paris 8, du coup. Pour être en lien avec des enseignants. Ah, non, pas obligatoirement, parce que moi, j'ai pas fait ma licence à Paris 8. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Non, non, c'est... Bah, admettons, moi, mon exemple, c'est que quand je suis arrivée en M1 à Paris 8, mon projet de recherche, du coup, de mémoire, c'était à peu près la même chose, c'est que je voulais regarder les fonctions exécutives des militaires et normalement, j'aurais dû être avec une brigade de gendarmerie mobile. J'avais tout, je les avais contactés, enfin, tout était fait.
problème confinement et du coup, j'ai un prof qui m'a pas laissé tomber. Il a dit, bah, attends, je vais te donner un sujet et c'était le sujet de l'effet de dotation que j'ai pris parce que je n'avais pas le choix, mais c'était pas un sujet qui me tenait à cœur comme là cette année. Voilà, donc si vraiment tu vois pas trop comment, enfin, où aller au niveau d'un mémoire de recherche, on va toujours te guider. Ok, merci beaucoup. De rien. Bah, merci beaucoup, hein. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Qu'est-ce que tu nous fais, Louise? Juste, moi, je me demandais si personne d'autre ne se demande des choses. Si tu réussis à continuer sur une thèse, comment est-ce que ça se ferait? Est-ce que ce serait une CIFRE, une ANR? Alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué Hmm. parce que côté militaire, on rentre pas comme ça pour faire une thèse comme j'ai toqué aux portes pour faire mon mémoire. C'est vrai que pour mon mémoire, en fait, je n'avais aucun contact au niveau des pompiers. Je suis complètement allée dans les casernes en toquant aux portes en disant c'est quoi la démarche? Donc, ils sont très, très gentils puisqu'ils m'ont donné toute la démarche. C'est un lieutenant-colonel maintenant qui suit complètement mon dossier. Et c'est vrai que je me suis un peu renseignée pour un contrat CIFRE parce que je veux continuer avec eux. Sauf que c'est des contrats qui sont complètement différents puisque ce sont des contrats CIFRE défense. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et si je me souviens bien, ça fait un petit moment que j'ai fait ces recherches-là. Ces contrats-là, souvent, c'est pas, ce sont des projets qui sont déjà faits. On ne peut pas arriver avec notre projet. Donc, c'est un peu compliqué. Mais sinon, il y a toujours la bourse doctorale. De toute façon, le laboratoire d'ISCO auquel je fais partie, là, il fait partie de l'Université de Paris 8 et de Paris-Nanterre. Et peut-être que, si tout va bien, j'aurai peut-être bourse doctorale, mais Paris-Nanterre. Donc, je vais me présenter à cette école doctorale. Et puis, et voilà, parce que après, c'est vrai que je choisis vraiment pas la simplicité en allant côté armée, côté défense. Effectivement, oui, il y avait Ouais. eu la matinée CIFRE il n'y a pas très longtemps et ils avaient parlé de CIFRE défense, mais je ne sais pas non plus si tu peux venir avec ton propre projet. Et ben moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas arriver avec notre propre projet. C'est vraiment des projets qui émergent de d'autres personnes et on fait notre candidature si on veut. Et après, si on est pris, c'est bien. Si on n'est pas pris, il faut trouver autre chose. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'en ce moment, les projets qui ressortent, c'est beaucoup au niveau de l'intelligence artificielle, exosquelette, des choses comme ça. Et pas beaucoup un peu de ce que moi je fais, un peu de la recherche fondamentale sur les fonctions exécutives, sur c'est quoi l'impact du vieillissement, parce que du coup, je serai en plus sur la population vraiment armée défense et la population civile. Et ça, des fois, au niveau de l'armée, ils aiment bien que ce soit tout regroupé rien que pour eux. Mais bon, après, voilà, à voir. Je verrai bien, mais bon, dans tous les cas, je me battrai pour que cette étude sorte. D'accord, bah, bon courage en tout cas, hein. Merci. Est-ce qu'on a une autre question avant que je conclue? On n'est plus très nombreux, mais ça va être diffusé, donc vous inquiétez pas, ça va être vu. À la limite, j'aurais encore une dernière question. Oui, Et oui. si tu as une question sur PCFA, si tu peux reposer, hein, il y a des PCFA ici. Du coup, ce serait pour les deux masters qui m'intéressent. Dans quelle modalité on peut avoir le titre de psychologue? Facile. Par rapport au master que moi je suis en train de faire. Oui, celui-là et le PCFA aussi, du coup. Du coup, en fait, pour avoir ton titre de psychologue, donc tu vois, moi je suis en plein dedans parce que j'ai envie d'avoir mon titre de psychologue. À ta 5e année, il faut que tu fasses un stage de 500 heures
avec un ou une psychologue de plus de 3 ans d'expérience. 500 heures, c'est compliqué à trouver puisque un stage de 500 heures, ça veut dire rémunération. Donc, ce qu'on fait plutôt, c'est que tu fais souvent un stage de 300 heures d'un côté et un stage de 200 heures d'un autre côté parce que les hôpitaux, ils n'aiment pas trop mettre la main à la poche pour payer les stagiaires. Et du coup, pour te dire, moi, en ce moment, je suis dans un stage de 300 heures avec une neuropsychologue et je suis en hôpital de jour avec des personnes qui ont des maladies neurodégénératives avec les personnes âgées. Voilà. Mais obligatoirement, pour avoir le titre de psychologue, il te faut 500 heures de stage avec un ou une psychologue de plus de 3 ans d'expérience. Après, peu importe où tu peux le faire. Tu peux le faire avec personnes âgées, des enfants, dans l'éducation nationale. Ça, après, c'est pas grave. Il faut juste que tu réfléchisses bien où est-ce que tu as envie de postuler après, parce que des fois, à l'issue de ton stage, tu peux peut-être avoir la bonne surprise en te disant ah bah on vous a bien aimé, du coup, on va créer un poste pour vous. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Et ça veut dire qu'il faut forcément que ce soit un psychologue qui soit sur le terrain. Ça peut pas être dans le cadre d'un laboratoire de recherche, par exemple. Alors, ça peut exister. Admettons, moi, je sais que j'ai une personne dans ma promo qui fait un stage professionnalisant avec un ergonome. Donc, il a son titre de psychologue, mais lui, il est côté recherche. Mais comme il a son titre de psychologue de plus de 3 ans, il a un numéro à Delhi, il a tout ce qu'il faut pour mettre sur les conventions en disant, bah, je suis psychologue diplômée. Donc, J'aurais tendance à nuancer. Moi, il me semblait que... Enfin, du coup, oui, il faut les 3 ans d'exercice, le numéro à Delhi, mais il me semble qu'il faut que ce soit un psychologue qui a exercé depuis moins de 2 ans, quelque chose comme ça. Parce que nous, on a une... dans nos laboratoires, au VAC, je crois qu'on a une enseignante-chercheuse qui a son titre de psychologue. Mais si tu fais ton stage de 500 heures avec elle, ce ne sera pas bon parce qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut. Et elle n'exerce pas. oui, parce que du coup, il faut que les personnes aient de l'expérience professionnelle sur le terrain. Ouais. Voilà, du coup, juste moi, je dirais essentiellement la même chose. Oui, voilà, pour être psychologue, il faut avoir la licence et le master de psychologie. Et surtout, il faut le stage de 500 heures. Et du coup, je ne sais pas trop à Paris 8, mais à Descartes, pardon, à PCFA, la première année est dédiée à un stage de recherche appliquée. Donc en entreprise plus. Exactement, oui. C'est pas systématiquement en entreprise. Parfois, il y a un laboratoire, mais c'est vraiment très, très orienté appliqué. C'est un peu le point fort de notre master. C'est vraiment d'avoir ce double versant fonda et appliqué. Et donc, comme la première année, tu fais ton recherche, ton stage en entreprise, tu peux pas vraiment faire tu peux pas le faire avec un psychologue, grosso modo. Ça n'arrive pas. Donc, si tu veux vraiment avoir ton titre de psychologue, c'est totalement possible. Mais il va falloir que tu te débrouilles pendant le M2 pour faire ton stage de 500 heures, donc avec une personne qui a tous les critères. Après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous, à la première année, on a 3 jours de cours et 2 jours de battement pour la recherche et pour les stages. Et à la deuxième année, on a le premier semestre de cours et le deuxième semestre uniquement dédié à la recherche et au stage. Donc, en fait, tu as largement le temps de faire tes 500 heures. Ok. Voilà. Ouais. Je te laisse continuer si tu... À P8, si tu veux, c'est un peu pareil parce qu'en M2, nous, on est un peu là. Cette année, je fais partie de la promo test où vraiment on a eu 2 mois de cours, donc de octobre à novembre, même novembre-décembre. Ouais, novembre-décembre, on a eu 2 mois de cours intensifs. On avait 40 heures de cours dans la semaine. Donc là, au niveau stage, on ne pouvait rien faire parce qu'on avait tout le temps cours. Mais par contre, depuis janvier, on n'a pas cours, on n'a rien. Enfin, il faut qu'on participe à des conférences. Enfin, voilà, c'est ce qu'on nous demande en tant qu'étudiant. Mais du coup, on est à 100% à temps plein dans nos stages. Parce que du coup,
ceux qui veulent avoir le titre de psychologue, ils doivent faire stage professionnel. Mais ceux qui veulent aussi continuer en doctorat, il faut faire un mémoire de recherche. Donc, faut faire les deux. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Mais de rien, si jamais tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas à me contacter. Ça marche, merci. De rien. Merci beaucoup, Hélène. De rien. C'est bon, on a fait le tour? Et puis merci à vous de m'avoir invitée. Merci à toi d'être venue. Déjà, toi, tu m'avais aidé déjà un peu l'année dernière. Donc, encore merci pour ça. De rien. Voilà, donc si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à contacter Jeanne pour P8 et moi ou l'un des membres de PCFA pour PCFA, parce que franchement, on est tous très ouverts, donc n'hésitez pas à nous contacter sur Cogitergo ou sur nos LinkedIn. Je pense qu'on est tous très ouverts. Je vais conclure. Donc, si vous voulez avoir accès à nos réseaux sociaux, Louise est fatiguée. Si vous voulez avoir accès à nos réseaux sociaux, vous pouvez slasher ce QR code. Je crois qu'il arrive sur un Linktree qui permet de voir un petit peu tout ce qui est site internet qui est en construction. Donc, soyez vigilants. Et voilà, d'autres informations, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est bon, tu peux changer. Merci, mon chou. Un petit parallèle pour les gens donc, qui sont en pleine post-situation de master, les dates de candidature de certains masters. Voilà, donc Université Paris-Cité, c'est PCFA. Bordeaux, c'est Jérémy Brunel qui est passé au début. Montpellier, Lyon, je ne me souviens plus trop. Et P8, donc c'est Jeanne. Voilà. De toute façon, vous pouvez toujours retrouver le programme et retrouver les profils des intervenants sur LinkedIn. Il n'y a que Jérémy Brunel qui n'a pas le compte LinkedIn. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre une capture d'écran si ça vous intéresse, parce que je pense qu'on ne va pas rester 10 ans dessus. Ok. La régie me dit qu'on diffusera bientôt les dates sur nos réseaux. Voilà, juste pour terminer, on a tous passé un super moment tous ensemble. Mais il y a toujours des couacs ou des choses qui ne vont pas. Pour ça, n'hésitez pas à nous faire des retours, soit par mail, soit grâce au QR code qui est juste là affiché. En gros, ça va vous mener sur un Google Form qui vous permet de nous donner vos retours sur le webinaire, le déroulement, l'organisation. Alors, n'hésitez pas, on n'est pas susceptible. Et c'est la première édition et on est seulement en Master 1, donc on sait qu'on a beaucoup de progrès à faire, on fait de notre mieux. Et voilà, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Il y a écrit fin, donc c'est la fin. C'est triste, mais il faut finir.